Alors, à l'écran, tu veux mettre quoi? je peux garder ça. Ça. Donc, je suis désolé pour ceux qui sont loin et qui avaient commencé à nous suivre. J'ai dû interrompre le direct avec l'ordinateur pour quelques soucis techniques. Et je reviens donc avec un direct à partir du téléphone. Et j'espère, pour ceux qui sont loin, qu'ils pourront me suivre jusqu'à la fin. Je ferai tout pour cela. Donc, je disais qu'il y avait 3 actes que je voulais développer. Qui ils sont, en quoi consiste le patrimoine tangible et en quoi consiste aussi le patrimoine intangible. Alors, j'avais décidé d'examiner dans un premier point d'abord ce que c'est que les Agouda ou les Afro-Brésiliens à l'aune du thème de départ qui est Malais. Alors, les Malais, qui sont-ils? Les Malais, c'est le thème originel qu'on prenait pour les désigner d'où ils viennent, parce qu'ils s'appellent Afro-Brésiliens, et donc dans seulement l'intitulé du nom, vous pouvez comprendre que ce sont des personnes qui, peu ou prou, ont une ascendance ou des aïeux qui ont des relations ou qui ont eu des relations avec le Brésil. Alors, pour comprendre cela, il faut repartir même sur le contexte de création du territoire brésilien. C'est-à-dire que quand le 22 avril 1500, Pedro Álvares Cabral et sa flotte de 13 navires découvrent le territoire qu'on va appeler plus tard le Brésil, l'émissaire du roi du Portugal, qu'il est, décide de nommer ce bout de territoire Terra de Veracruz, c'est-à-dire la terre de la vraie croix, qui est le territoire identifié aujourd'hui comme Porto Seguro dans l'état de Bahia, Salvador de Bahia. Et en plus des Portugais qui commencent à s'installer, mais qui sont peu nombreux, le contexte de l'époque, nous sommes au XVe siècle, après le XVe siècle, le contexte de l'époque amène les Portugais à être les initiateurs, ils ne sont pas les seuls, mais à être les premiers initiateurs de ce qui va prendre une ampleur mondiale qu'on a dénommé la traite négrière ou la traite transatlantique. Il y a d'autres noms pour désigner donc ce qui est ce trafic humain-là. Et donc, les Portugais s'engagent dans ce processus-là et décident de faire venir donc des esclaves depuis les territoires africains jusqu'au futur territoire qui va prendre le nom de Brésil. Brésil, qui est le nom qu'ils ont choisi par rapport à un type d'arbre qu'on rencontrait beaucoup sur ces territoires-là. Et donc, des esclaves viendront de l'Afrique noire, de l'Afrique, principalement de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, quasiment de tous les endroits côtiers de l'Afrique noire. Et donc, plusieurs villes et territoires seront concernés, à l'exemple de Saint-Louis, d'Elmina, de Ouida, de Lagos, de Badagry. Tous ces territoires-là vont être concernés. En Afrique centrale, il y aura Luanda, Bimbia, Luango, Mozambique. Et ce sont donc des territoires d'où des esclaves vont partir ou vont être arrachés, il faut employer le terme, ou vendus, pour se retrouver donc au Brésil. Alors, les populations arrivent au Brésil et vous le savez tous, pour ceux qui ont fouillé un peu la question, quand vous arrivez avec le statut d'esclave, il n'est nullement question que votre statut change. Parce que vous êtes une marchandise, vous êtes pris pour que vous soyez rentable. Le caractère humain est rarement pris en compte. Donc, le territoire brésilien, l'immense territoire brésilien, va avoir un afflux d'esclaves de plusieurs origines. Donc, il y aura des populations d'origine bantou qui vont arriver du Congo, d'Angola, de Mozambique, notamment. Il y aura des populations d'origine soudanaise qui vont arriver de la partie où il y a le plus de population yoruba, c'est-à-dire au Nigeria et dans l'actuel Bénin. Il y aura les Evé du Togo, du Bénin, et des Fanti et des Ashanti de la Côte de l'Or, qui est l'actuel Ghana. Donc, en plus de ces deux groupes de populations, arriveront vers la fin de la traite aussi des populations originellement islamisées, et c'est important de le savoir, qui sont les Peuls, les Mandins, les Haoussa
du Niger, du Nigeria et de l'actuel Mali aussi. Donc, à l'origine, les autorités brésiliennes désignent par le terme malais que j'avais énoncé au départ, un ensemble de populations, un groupe d'esclaves précis. Alors, ce sont des esclaves d'origine ouest-africaine qui sont locuteurs pour beaucoup d'entre eux de la langue Hausa ou Yoruba, ces deux langues-là. Mais le critère indispensable qui fait qu'on les appelle les Malais, c'est l'appartenance à la religion musulmane. Donc ce sont des gens qui sont, avant qu'on ne les emmène en esclavage au Brésil, ont pour religion l'islam. Donc, quand ils sont capturés et quand ils sont emmenés au Brésil, ce sont des gens qui pratiquent déjà la religion musulmane. Donc, les autorités portugaises qui les prennent vont leur imposer le catholicisme en les baptisant et en leur donnant des prénoms catholiques. Et donc, en tentant d'effacer leur prénom d'origine. Par la même occasion, ils vont vouloir effacer leur tradition, leur culte. Tout ça, ça leur sera dénié. Alors, dans ce contexte, évidemment, il y aura des tentatives de révolte, mais elles seront toutes réprimées dans le sang et dans la violence. Donc, le 19e siècle est une époque qui marque véritablement un tournant dans la traite, mais aussi dans l'activité que normalement ce commerce, là, il faut garder en tête que c'est du commerce. C'est du commerce. Et donc, au 19e siècle, les choses bougent au départ lentement, mais elles vont bouger véritablement. Donc, dès 1807, par exemple, la première révolte d'esclaves a lieu au Brésil. Ensuite, en 1809, 1810, en 1813. Donc, de manière cyclique comme ça, des esclaves tentent de se révolter, tentent de vouloir changer leur situation par la force. Malheureusement, les armes restent dans les mains des maîtres. Je veux dire les Portugais qui sont maintenant installés au Brésil, qu'on peut traiter de Brésiliens. Et donc, de 1807 jusque dans les années 1830, 33, 34, toutes les révoltes échouent. Mais en 1835, une insurrection beaucoup plus forte que les autres va avoir lieu. Et elle aura lieu dans la région du Bahia. Et donc, c'est une insurrection qui est beaucoup plus forte dans la mesure où elle est mieux organisée. Elle est dirigée par des leaders qui acceptent cette position de leader-là et qui décident de prendre sur eux, de conspirer, ce qui est très grave à cette époque-là, dans le Brésil de l'époque. Si on vous attrape et qu'il est avéré que vous êtes un conspirateur, vous serez pendu haut et court, ou bien vous serez, dans le meilleur des cas, vous ferez de la prison. Ça dépend pour beaucoup de l'intervention de votre maître. Et donc, en 1835, il y a 10 leaders de cette insurrection qui vont être identifiés. Je vous donne quelques noms, mais c'est juste comme ça pour le savoir. Cheikh Dandara, Cheikh Samine, Malam Boubacar Aouna, que Pierre Verger, qui est un auteur qui a beaucoup travaillé sur la question, a désigné comme le leader de cette révolte-là, Malam Bilal, et un imam appelé Manuel Calafate, Sylvestre José Antonio, Thomas Antonio Dassale Nikobe. Pour certains, j'ai pu retrouver les noms et les prénoms, pour d'autres, uniquement les prénoms. Toujours est-il qu'ils sont 10, reconnus comme étant des leaders qui ont fomenté, qui ont pensé cette insurrection de 1835. Alors, tout est mis en place, chacun a un rôle à jouer, et cette révolte-là semble mieux planifiée. Mais comme dans beaucoup de tentatives de révolte, la traîtrise est présente. Alors, selon les sources que moi j'ai travaillé, selon les documents auxquels j'ai eu accès, ce serait une femme du nom de Guilhermina Rosa de Souza, dont le compagnon faisait partie de cette insurrection-là, qui en a parlé à son voisin, en lui disant, demain, il va avoir une tentative de révolte. Voilà, on m'a dit de ne rien te dire, mais puisque nous sommes proches, je me permets de te le dire. Évidemment, de fil en aiguille, l'information parvient aux oreilles
des maîtres. Donc, malgré cela, les 10 décident que l'insurrection doit avoir lieu. Et ils attaquent. Ils attaquent, mais puisque les maîtres étaient informés, l'attaque était vouée à l'échec. Mais ils ont voulu aller au bout de leur idée. Donc le jour dit, armés d'armes blanches et de quelques fusils qu'ils ont pu avoir, ils sont 600 insurgés qui parviennent à repousser 2 compagnies de gardes loyalistes et à tuer 14 soldats. Okay? Et ils essaient ensuite de prendre la caserne militaire de Fort Santa Amaro, c'est dans la région de Salvador de Bahia. Et puis surtout, ils tentent de libérer les prisonniers qui, pour beaucoup, n'avaient pas fait grand-chose, mais qui étaient en prison. Donc, malheureusement, ça ne marche pas. Ils continuent à équiper sanglante, ils essaient tant moins que mal de rallier des gens. Mais le gouverneur, ayant eu vent de la chose, laisse la tentative d'insurrection se mettre en place et puis il rassemble 1000 hommes qui, lourdement armés, et vont tirer dans le tas et donc tirer sur ces esclaves qui essaient de s'échapper ou qui veulent le changement de leur situation. Donc le gouverneur a instruit la police de se retrancher dans la caserne et de tirer à vue sur tous ceux qui essaieraient de s'approcher de la caserne. Donc, cette énième insurrection échoue. Mais elle échoue, mais je dirais qu'elle a porté quand même des fruits. Parce que, à partir de cette date en 1835, les autorités brésiliennes décident que, bon, on va changer les choses. Quelle est la revendication fondamentale? La revendication de base, de départ, de ces esclaves-là, c'est que ils veulent un changement de statut, mais surtout, pour beaucoup d'entre eux, ils demandent un retour en Afrique. Qu'à cela ne tienne, les autorités brésiliennes leur disent, écoutez, vous vouliez rentrer chez vous, très bien, on va choisir certains parmi vous, on va vous donner un bateau et vous allez dégager. Vous voulez repartir en Afrique? Il n'y a pas de problème. On va vous mettre les moyens en jeu et vous allez partir. Alors, c'est une décision qui est prise par les autorités brésiliennes dans le feu de l'action avant qu'ils ne se rendent compte que, mais finalement, ce n'est pas une si bonne idée parce que si tous les esclaves décident de rentrer en Afrique, qui est-ce qui va s'occuper des plantations? Ah oui, parce que c'est du business. Ils n'ont véritablement rien contre les esclaves, mais c'est ce qui fait marcher le Brésil. Donc, ils lancent cette décision avant de faire un rétropédalage. Mais néanmoins, ils n'annulent pas la décision. Donc, ils choisissent au sein de la population esclave des estropiés, des esclaves un peu âgés, des esclaves qui, en travaillant, se sont blessés, qui n'ont plus la rentabilité de ceux qui ont 20 ans. Ils leur disent à ceux-là, écoutez, vous avez été choisis, on vous donne même un laissez-passer, tout ça, mais vous allez dégager. Donc, ils sont environ, selon les sources, entre 3000 et 8000 noirs qui décident à qui on donne le permis pour revenir en Afrique. Donc, ils reviennent dans le golfe de Guinée. Donc, le mouvement de retour est d'abord encouragé avant d'être stoppé pour éviter une saignée, comme je le disais tout à l'heure. Alors, le départ des Afro-Brésiliens, qui sont les Malais là, est donc acté. Ils viennent en Afrique avec de nouvelles coutumes, avec de nouvelles habitudes, avec de nouvelles manières de vivre, mais surtout, en premier, avec de nouvelles méthodes de construction. Parce que beaucoup parmi ces esclaves-là étaient maçons, étaient charpentiers, étaient des ouvriers dans le bâtiment. Donc, ils ont quand même appris les techniques sur les chantiers brésiliens. Donc, ils arrivent en Afrique, ils longent les côtes ouest africaines, et puis, il faut s'installer quelque part. Sauf que pour beaucoup, même si certains étaient des employés du port, beaucoup ne connaissent pas l'Afrique véritablement. Ceux qui sont les derniers esclaves qui arrivent au 19e siècle ont été attrapés ou récupérés à l'intérieur des terres africaines. Donc le nom des côtes africaines, ils ne connaissent pas vraiment. Donc ils ont quelques notions de navigation vagues, mais bon, puisqu'ils ont demandé à revenir sur la terre rêvée, la terre de tous les succès, la terre qu'ils veulent, très bien. Ils viennent donc. Alors, ils doivent s'installer. Ces Afro-Brésiliens qui viennent, ils vont créer ce qu'on a appelé
ce que moi j'ai nommé un monde de l'entre-deux. C'est-à-dire que ce sera un monde où ils viennent en Afrique, mais sans vouloir être africains jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils arrivent, oui. Ils vont s'installer, oui. Mais étant donné que c'est un groupe divers et un peu bigarré quand même, beaucoup parmi eux, malgré la couleur de leur peau, se sentaient un peu brésiliens quand même. C'est-à-dire qu'ils se sentaient plus aussi africains que les autochtones qu'ils viennent trouver. Ils considèrent qu'ils sont un peu supérieurs, voire plus. Et quelques éléments vont aller dans ce sens-là parce que certains savent lire et écrire le portugais, certains connaissent le catéchisme, certains... Et donc pour eux, c'est un critère pour montrer qu'ils sont un peu supérieurs aux Noirs qu'ils viennent trouver. Donc, revenons d'abord sur leur arrivée. Alors, leur arrivée obéit à des critères spécifiques. Le passé commun qu'ils ont partagé, la conscience de constituer une communauté à part et le désir de sauvegarder une autonomie et une supériorité sur les populations locales autonomes, mais aussi leur nom, des valeurs et des objectifs communs. Malgré cette identité commune des Afro-Brésiliens, il faut que vous gardiez à l'esprit que c'est une communauté qui est composée d'hommes et de femmes d'origines différentes. J'ai pu, dans mes recherches, déterminer 4 groupes au sein de ces Afro-Brésiliens. Le premier est constitué d'une population métissée qui correspond aux Brésiliens et aux Portugais d'origine, ainsi que de leurs descendants métissés, qui sont tous catholiques et parlent portugais pour la plupart. Le deuxième groupe est constitué par une population noire, composée d'esclaves affranchis, émancipés, ainsi que de leurs descendants musulmans et catholiques, qui parlent portugais et qui sont souvent d'origine mari, c'est à l'intérieur du Bénin, c'est au centre du Bénin, Yoruba ou Fon, qui sont des populations donc du Bénin, pour le Belfond, et Yoruba à cheval entre le Nigeria et le Bénin. Donc, ils sont retournés en Afrique, soit spontanément, soit à la suite de retours imposés ou obligatoires. Le troisième groupe est composé d'une population noire domestique et d'esclaves affranchis des Blancs de la cour des esclaves, souvent éduqués et qui vont adopter ce style de vie-là. Enfin, le dernier groupe comprend une population noire composée d'esclaves qui arrivent de la Jamaïque et de Cuba, qu'on va appeler les marrons, et qui parlent espagnol, qui sont ceux-là qui vont venir s'installer principalement en Sierra Leone et qu'on va appeler aussi les Saros. Ceux-là ne nous intéressent pas. Ceux qui nous intéressent, c'est ceux que j'ai nommés dans mes recherches, donc que tout le monde, tous les chercheurs appellent, soit afro-brésiliens, soit Bouddha, soit brésiliens. Alors, j'ai analysé cette communauté-là à partir, par exemple, de la religion. Et j'ai intitulé la première partie « Religion et identité ». Alors, les Afro-Brésiliens arrivent sur les côtes ouest-africaines et dans leur désir de s'insérer, vont garder avec eux les cultes traditionnels connus par les populations autochtones avant même d'être envoyés en esclavage au Brésil. Et donc, il y en a parmi eux qui vont continuer d'utiliser les pratiques traditionnelles, notamment le vaudou. Et là, dans mes recherches, j'ai vu un texte, des travaux d'un Afro-Brésilien, M. Jean-Yves Paraíso, qui doit être chercheur du côté de Perpignan, qui estimait que malgré les humiliations, malgré les fouets, malgré les vexations, les cultes anciens vont survivre au passage de l'autre côté. C'est-à-dire que ceux qui auront quitté les terres du Bénin, du Nigeria ou du Togo, en ayant une pleine connaissance du vaudou, iront quand même de l'autre côté en ayant ces acquis-là. C'est peut-être pas un acquis, mais ce culte-là, ils vont le garder et le pratiquer chez eux, à la maison, à l'insu des maîtres qui, de force, avaient baptisé tout le monde. Et donc, à leur retour sur la côte ouest-africaine, ce qui était pour eux un inconvénient va devenir un avantage, parce qu'ils seront au fait de ce qui se pratique dans ces régions-là. Et donc,
cela va créer, malgré tout, à cause du passage au Brésil, une sorte de syncrétisme qui va se poursuivre avec le retour des affranchis et surtout qui va se poursuivre avec le désir permanent des Afro-Brésiliens de se singulariser. À l'arrivée, le critère de reconnaissance change. Désormais, c'est le statut des chrétiens catholiques que certains parmi eux vont mettre en avant pour se faire une place, même s'ils connaissent déjà les cultes traditionnels. Alors, le catholicisme afro-brésilien. Au Brésil, la pratique du catholicisme est le fait des premiers fondateurs de cette colonie portugaise et des missionnaires qui les accompagnent. Et donc, dans leur envie d'intégrer de force les esclaves, ils les ont tous baptisés. Les Afro-Brésiliens, en revenant sur les côtes ouest africaines, vont se livrer à un changement qui est un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'au Brésil, le catholicisme va être la religion du maître, la religion où on nie, la religion qu'on ne veut pas. Mais à leur retour, sur les côtes ouest africaines, ce catholicisme va être un critère important, déterminant, pour montrer leur supériorité par rapport aux autochtones qu'ils viennent trouver. Parce que beaucoup connaissent la messe, beaucoup vont à la messe et savent, le catholicisme, les missionnaires français, anglais et d'autres nationalités commencent à venir en Afrique de l'Ouest en ce 19e siècle. Et donc, ce sont des arrivées qui ne sont pas simultanées, mais qui ne sont pas loin les unes des autres. Les missionnaires arrivent, les Afro-Brésiliens, certains se sont révoltés, on leur a donné l'autorisation de revenir en Afrique. Et donc, ils arrivent donc en proclamant bien le fait que eux sont des catholiques baptisés qui connaissent les usages. Donc, évidemment, ça fait que les missionnaires qui arrivent et qui s'installent sur les côtes du Dahomey et du Togo, du Nigeria, seront plus enclins, ces missionnaires-là, à aller vers les Afro-Brésiliens qui connaissent déjà la messe, qui connaissent, et ces hommes et ces femmes-là vont servir de relais, en étant comme des éléments supérieurs par rapport aux populations déjà présentes. À part les religions traditionnelles, notamment le vaudou et le catholicisme, parmi les Afro-Brésiliens, certains, je l'ai dit tout à l'heure, sont musulmans en quittant l'Afrique et vont revenir en gardant bien ce critère de pratiquants mahométans. Alors, les primo-arrivants musulmans qui diffusent la religion parmi les esclaves au Brésil le font, comme je l'ai dit, au 19e siècle. La religion se répand alors au sein des groupes d'esclaves, malgré le christianisme imposé de force par les maîtres brésiliens. Le nombre grandissant d'esclaves favorise également un certain regroupement interethnique ou interrégional. Les esclaves africains vont se regrouper autour de leaders religieux, de maîtres d'école coranique et des imams. Les leaders deviennent donc des guides et des personnes qu'on est connaissantes dans les écrits contenus dans le Coran. Alors, quand ils reviennent en Afrique, Porto Novo, Lagos et Ouida notamment, je vais essayer plus simplement d'illustrer un tout petit peu mon propos pour ne pas rester dans ce qui est abstrait. Voilà. Donc, on est sur ces côtes-là. Et là, comme je l'ai dit, on travaille sur cette portion du territoire Togo, Bénin, Nigeria, qui va être, cette partie-là va être la partie où beaucoup d'Afro-Brésiliens viendront donc s'installer de manière définitive. Donc, ceux qui sont Afro-Brésiliens et qui sont musulmans vont se rapprocher donc de la population musulmane qui existe, surtout au sein du groupe ethnique Yoruba. Beaucoup iront au départ s'installer à Lagos avant de progressivement revenir. Lagos, ce sera donc de ce côté, avant de progressivement migrer et venir au Bénin, notamment à Porto Novo ou à Ouida. Donc, Porto Novo, Lagos et Ouida deviennent donc des villes d'accueil de ces arrivées. Et ces trois villes aussi vont être le lieu d'une guerre de positionnement entre la France et l'Angleterre. La France et l'Angleterre sont des puissances présentes dans cette région-là et qui sont en concurrence.
l'Angleterre est présente au Nigeria, la France au Dahomey de l'époque, et le fait que ces Afro-Brésiliens s'installent, c'est l'occasion aussi pour chaque puissance de vouloir prendre appui sur cette nouvelle communauté-là pour diffuser et donc le message du colon, le message du colonisateur. Et donc, dans ce contexte-là, certains Afro-Brésiliens d'origine Yoruba vont faire le jeu du pouvoir colonial et rallier l'administration coloniale française en se convertissant, pour ceux qui sont musulmans, ou plutôt en revenant à la religion catholique. Parce que, je l'ai dit, certains esclaves qui sont descendants d'esclaves musulmans qui sont partis au Brésil, même s'ils pratiquaient la religion musulmane, systématiquement, tous les esclaves étaient baptisés. Donc, ce sont des gens qui ont une connaissance, qui connaissent bien la religion catholique. Et donc, si ça peut leur permettre d'avoir, quand ils reviennent en Afrique, quelques portes qui s'ouvrent pour eux, parce qu'ils sont catholiques, oui, certains n'hésitent pas, certains qui sont musulmans, certains Afro-Brésiliens musulmans, n'hésitent pas à revenir donc au catholicisme. Ainsi, entre 1819 et 1878, alors que cette concurrence-là fait rage entre la France et l'Angleterre, les Britanniques vont intercepter environ 63 000 personnes à qui les Anglais vont imposer des cours de langue et les convertir au protestantisme. Ensuite, ils seront envoyés dans certaines villes pour propager donc ce message-là. Alors, les Afro-Brésiliens, les Malais de départ, se sont révoltés. Les autorités brésiliennes leur ont donné l'autorisation donc de partir. Elles sont arrivées, elles se sont installées donc sur les côtes ouest africaines, notamment au Bénin, au Togo et au Nigeria. Qu'est-ce qui va se passer? Ils arrivent parmi eux avec beaucoup de connaissances, plus de connaissances que les populations qui sont là. Quand je parle de plus de connaissances, je parle de plus de connaissances modernes par rapport aux populations qui sont là. Et donc, excusez-moi, plus de connaissances par rapport aux populations qui sont là. Et les Afro-Brésiliens vont eux-mêmes s'installer et vouloir s'enrichir. Vous me direz que c'est une ambition normale pour toute personne. Mais parmi eux, et il est important de revenir dessus et d'en parler, les premiers arrivants, certains parmi eux vont être les continuateurs de ce commerce honteux dont ils ont eux-mêmes le fruit. Je m'explique en français simple. Certains parmi eux qui sont revenus vont d'abord continuer la traite négrière illégale, parce qu'elle était devenue illégale déjà, et donc vont pratiquer ce qu'on appelle la traite en ligne, en droiture. C'est-à-dire que ce n'était plus le commerce triangulaire Europe, Afrique, Amérique, puis Europe. Ça va être la traite en droiture, c'est-à-dire que les esclaves quittaient l'Afrique directement pour le Brésil, et le Brésil pour revenir en Afrique avec tout ce que ça pouvait comporter comme bénéfice. Donc, ils s'installent, certains parmi eux ont un certain patrimoine, un peu de richesse, mais beaucoup ont beaucoup de connaissances modernes par rapport au territoire où ils viennent s'installer. Leur ingéniosité, ils vont la mettre en œuvre, notamment dans la construction de nouveaux édifices qui viennent changer le paysage architectural de la côte du golfe de Guinée. Ainsi, les Afro-Brésiliens qui arrivent, je l'ai dit, il y en a parmi eux qui sont des charpentiers, des maçons, et donc il y a des notions, on va dire, de l'époque, qui sont modernes par rapport au paysage architectural traditionnel qu'ils viennent trouver. Et donc, quand ils arrivent, ils vont vouloir se construire leur maison. Mais les principes constructifs appris au Brésil sont assez différents de ce qu'ils rencontrent en Afrique, mais ils vont vouloir quand même appliquer cela au nouveau territoire nouveau, au territoire où ils ont décidé de venir s'installer. Il faut garder à l'esprit que ces Afro-Brésiliens, beaucoup ne connaissent pas l'Afrique. Ils ont vu l'Afrique comme une terre rêvée. Ce n'est pas vraiment une terre qu'ils connaissent, mais dans leur esprit,
leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents leur ont dit c'est le paradis, c'est le territoire de toutes les libertés. Jusque-là, c'est bon. Mais est-ce qu'on peut vraiment se construire, est-ce qu'on peut vraiment s'accomplir sans moyens? Ça, c'est une autre question. Donc, ils s'installent et ils vont devoir se construire eux-mêmes des maisons. Et donc, ils vont mettre en œuvre ce qu'ils ont appris au Brésil, notamment en utilisant, et là, j'ai voulu juste rappeler à quoi ressemblaient ces Afro-Brésiliens, cette identité qui revendique là, l'image, cette image. J'aurai l'occasion de revenir dessus. Alors, quand ils arrivent, ils sont en but à des constructions traditionnelles qui sont différentes de ce qu'ils connaissent. Du coup, ils sont amenés à adapter ce qu'ils ont appris au Brésil au territoire local. Le climat brésilien étant aussi tropical, normalement c'est faisable. Encore faut-il le connaître. Donc ils arrivent et ils vont initier des constructions en prenant pour appui ce qu'on va appeler la brique cuite. Donc vous avez une image là. Alors les briques, avant cela, c'était des constructions traditionnelles où le degré de technicité ne faisait pas intervenir de briques cuites. Eux, ils ont appris à construire au Brésil. Du coup, quand ils reviennent en Afrique, ça leur permet d'avoir une certaine supériorité, il faut le dire, dans les constructions modernes de l'époque. Et donc, du coup, à l'époque, ils vont prendre pour appui la brique cuite dont l'usage va se généraliser à partir de la construction d'une briqueterie dans la ville de Lagos, au Nigeria. C'est l'œuvre d'un monsieur d'origine italienne qui a construit la première briqueterie à Lagos en 1857 et donc qui a commencé à fournir un peu toute la région en briquettes ou en briques cuites. Qu'est-ce que cela permet? Ça permet des constructions plus rapides, plus solides, mais en gardant toujours les principes constructifs appris au Brésil. Donc, l'élément principal dans ces constructions afro-brésiliennes, ça va donc être la brique cuite, mais également le bois qui existe à foison dans la région. Nous sommes dans une région tropicale, le bois ne manque pas, et comme je l'ai dit, encore faut-il savoir l'utiliser. Ok? Et comme ajout d'éléments pour rendre les constructions solides, ils vont utiliser ce qu'on appelle des coquillages marins qu'ils vont concasser, les mettre en poudre pour solidifier la brique qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que une fois que la brique est cuite, elle sort, il faut pouvoir lier les briques entre elles pour pouvoir faire un mur, pour pouvoir les élever. Et donc, pour rendre la pâte qui va servir à solidifier les briques là, ils vont concasser des coquillages marins pour rendre les constructions plus solides. Donc, voici donc une image de ces coquillages marins là qu'il y avait. Alors, au niveau de la finition, les Afro-Brésiliens vont s'attarder sur les décors, le décorum. C'est-à-dire que avant eux, dans la même période, les ingénieurs français et anglais du génie civil qui construisaient des bâtiments coloniaux sans fioritures, carrés, avec portes, fenêtres, de manière simple. Les Afro-Brésiliens vont chercher la beauté dans les décors. Et donc, à ce propos, les fenêtres peuvent avoir quelques éléments qui vont être rajoutés. À l'exemple, par exemple, de cet édifice-là, qui est le musée d'art contemporain de Ouidah, qui est l'ancien village avant, qui a été restauré. Donc, ici, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de fenêtres, mais il y a à la différence des bâtiments coloniaux, j'ai oublié de mettre des photos des bâtiments coloniaux pour que vous puissiez voir la différence, mais les édifices afro-brésiliens sont caractérisés par le nombre important de fenêtres, le nombre important d'aération de portes, et certaines fois, quand les Afro-Brésiliens arrivaient, ils choisissaient des terrains sur des angles de rue, à l'image de cet édifice-là qui est sur 2 angles de rue. C'était une maison de commerce, et ce type de maison, c'est à la fois date de lieu d'habitation, mais aussi de lieu de commerce. C'est-à-dire que le bas va servir
de lieu de commerce, et le haut va servir d'habitation pour celui qui l'a fait construire. Et donc, cet édifice-là, qui est l'ancien village avant, a été restauré. Et là, vous pouvez voir, quand je parlais des décorations, vous voyez, oui, ma souris monte bien, voilà. Sur le côté, le soin qui est mis sur la décoration à la différence des bâtiments coloniaux qui sont des bâtiments tout carrés, sans fioriture. Donc, le décor, ça peut être des éléments floraux, ça peut être aussi la date de construction qui va commencer à se généraliser à partir de cette période-là, de l'arrivée des Afro-Brésiliens. Et donc, des villes comme Porto Novo, Ouida ou Lagos, dans une certaine mesure, jusqu'au début des années 2000, avait un nombre important de bâtiments afro-brésiliens, mais la politique patrimoniale à l'époque n'a pas forcément pris en compte, ou l'État n'a pas eu les moyens à cette époque-là. En tout cas, c'est forcément les deux éléments réunis. Du coup, il faut attendre le début des années 2000 pour que les villes où ces édifices-là sont nombreux s'emparent, certaines personnes, certains chercheurs et certaines autorités politiques s'emparent de la question et décident que non, il faudrait qu'on essaie de garder, de préserver ou de restaurer les édifices qu'on pourra restaurer. Et dans ce cadre-là, on a eu ce bâtiment-là, remarquez, qui est aussi sur un angle de rue. C'est la maison du patrimoine et de la culture de Porto Novo. Alors, c'est un bâtiment restauré, c'est l'ancienne maison Migan, c'est-à-dire que le propriétaire s'appelait Migan. Et donc, c'est un édifice qui a été restauré à l'identique, c'est-à-dire que le propriétaire avait deux parcelles, la parcelle qui suit est aussi à lui, et celle-là était celle qui était en meilleur état. Et grâce à une coopération entre Lyon, la ville de Lyon, la ville de Porto Novo et l'État brésilien, l'édifice a pu être restauré en 2007. Et donc voilà l'édifice après restauration qui est le siège de la Maison du patrimoine et de la culture à Porto Novo. Alors, quand on parle d'édifices afro-brésiliens, dans la plupart des ouvrages, vous voyez ce bâtiment-là, qui est, chaque fois que je donne mon cours à l'université, je leur pose la question, beaucoup me disent, c'est une église. Non, c'est une mosquée. C'est la mosquée centrale de Porto Novo, sauf qu'elle a été construite par des techniciens qui ne construisaient que des églises. Je m'explique. Ils étaient des ouvriers du bâtiment au Brésil. Et quand ils sont arrivés à Porto Novo, ils se sont rapprochés des populations musulmanes en disant, ah oui, nous on vient d'arriver, mais nous sommes chrétiens. Et nous sommes musulmans. Ah, vous êtes musulmans? Mais très bien. Et vous travaillez dans quoi? Nous sommes des charpentiers, des maçons. Okay. Donc, vous pouvez nous aider à construire notre mosquée. Si vous êtes des ouvriers du bâtiment. Ils ont dit oui. Mais sauf qu'ils ne construisaient que des églises au Brésil. Donc, ils se mettent à construire selon les principes de l'église. Donc, ils construisent. Et à la fin, ils se rendent compte que pour qu'elle devienne une mosquée, il faut qu'il y ait quand même le croissant de lune. Donc, à la place du clocher, on enlève le clocher et on pose le croissant de lune et paf, voilà, notre mosquée. C'est vite, c'est fait. Et cette mosquée a été construite. Ça a pris du temps la construction parce qu'il y a eu aussi des blocages sur le plan local. Il y a eu les musulmans venus du Brésil qui voulaient s'imposer aux musulmans qui étaient présents. Et donc, la construction qui aurait pu se faire dans des délais normaux a pris du temps parce que ces deux communautés-là, qui sont tous musulmanes par ailleurs, voilà, se sont fait une sorte de petite guéguerre et donc ça a pris du temps. Donc, cette mosquée-là, c'est la mosquée afro-brésilienne de Porto Novo et c'est la mosquée centrale. Bien, il y a cet édifice-là ancien, mais la population musulmane, les musulmans de Porto Novo, ont construit une extension qui est plus moderne. Celle-là, on ne veut pas y toucher. Malheureusement, l'édifice tel qu'il est ne peut être inscrit au patrimoine de l'UNESCO parce que l'extension touche, la nouvelle extension touche l'ancienne. Donc, ce sont des critères qui sont assez compliqués pour l'UNESCO. Bref, le bâtiment existe.
il est visité. Si par bonheur vous passez par Porto-Novo, je pense que le guide vous fera passer par là forcément. Alors, un autre édifice que j'ai choisi, mais qui est plus important encore pour moi, l'édifice que vous voyez, c'est l'intérieur du musée des arts et de la culture afro-brésilien de Porto-Novo, dont j'ai été le directeur pendant 1 an. Donc, c'est un musée qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai dirigé pendant 1 an. C'est un musée, c'est un bâtiment évidemment afro-brésilien. L'initiateur du musée, Karim Urbain Elicio da Silva, est un descendant d'afro-brésilien aussi. Il est le président de la communauté afro-brésilienne de Porto-Novo. Il tient beaucoup à cet édifice-là et il aime à rappeler que c'est un édifice qui a été construit sans fer à béton, sans ciment, qui a été élevé avec les ajouts d'éléments de coquillage concassés et de briques cuites, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Donc, cette partie-là du musée, parce qu'il y a des bâtiments plus récents, c'est un bâtiment d'origine qui s'appelle le bâtiment Paraíso Pequeno Bambeiro, c'est-à-dire le petit barbier, et ce serait, selon l'initiateur du musée, Karim da Silva, c'était son aïeul qui aurait participé à la révolte des Malais. Je vous donne l'information telle qu'on me l'a donnée. Je n'ai pas pu la recouper, mais ce serait donc le nom de son aïeul qui aurait participé donc à la dernière révolte à Salvador de Bahia en 1835. Ensuite, alors, dans les bâtiments afro-brésiliens, il y a certains qui ont été restaurés, il y a certains qui ont été reconstruits avec le plan d'origine. C'est le cas de la poste centrale. Ça, c'est le bureau de poste centrale de Porto-Novo. Vous voyez le nombre de fenêtres qu'il y a, le nombre d'ouvertures, mais c'est un bâtiment qui a été construit sur le plan de l'ancien, mais avec du matériel récent. C'est-à-dire qu'il y a du fer à béton, c'est plus récent, mais on a gardé les mêmes principes que les bâtiments afro-brésiliens anciens. Ensuite, on a cet édifice-là qui est la maison Patterson Perro. C'est la dame, quand je faisais ma thèse, que je suis allé rencontrer, qui est une descendante, m'expliquait que cet édifice-là remonte au début du XXe siècle, mais il est surtout, cette famille-là est surtout reconnue à Porto-Novo parce que leur aïeux a été l'un des premiers à créer une boulangerie, on va dire, moderne dans la ville. Et donc, ils sont réputés pour leur boulangerie, la famille Patterson Perro. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme édifice dont je pourrais vous parler? Alors, la maison Madjebi. Alors, cette maison-là, cette villa, c'est une villa de plein pied, c'est-à-dire que ce n'est pas une maison sur deux niveaux, comme certains des édifices, mais c'est un bâtiment type aussi afro-brésilien qui est un bâtiment afro-brésilien qui se rapproche des bâtiments afro-brésiliens qui ont été construits pour beaucoup au Nigeria. En effet, la porte s'ouvre sur une petite terrasse. Vous voyez là, juste là, il y a une petite terrasse avant cette porte-là. Et la forme du fronton du porche est courant également au Nigeria, tout comme dans les auvents à console au-dessus des fenêtres. Alors, j'ai choisi cet édifice-là pour vous montrer parce que il y a beaucoup, même dans les bâtiments afro-brésiliens, on peut encore les catégoriser. Je suis resté sur les exemples de Porto-Novo, mais aussi de Ouida un peu, mais au Nigeria, ce sont les mêmes principes avec beaucoup de fenêtres et tout, mais il y a des différences. Et beaucoup de chercheurs ont travaillé dessus, notamment Brigitte Kowalski. Mais, à part l'art architectural, les Afro-Brésiliens se sont insérés dans la société aussi à travers d'autres choses. Et quand je parle d'autres choses, je vais revenir sur ce que j'ai appelé leur art culinaire et leur vertu. Au niveau de la vertu, je vous ai montré donc cette photo-là qui est caractéristique à l'époque des regroupements des Afro-Brésiliennes au Brésil, mais aussi au départ au Bénin avec, vous voyez, ces longues robes et puis des colliers de pelle qu'elles s'étaient mises au cou. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui sont caractéristiques de la communauté afro-brésilienne. En tout cas, ce sont les caractéristiques
que ces communautés revendiquent au Brésil. Alors, arrivé en Afrique, à part les édifices dont ils vont être les initiateurs pour nombre d'entre eux, parce qu'ils avaient les moyens et certaines fois la technique pour le faire, ils vont surtout être les personnes à la base de l'instauration d'un art culinaire type. Je m'explique. Quand les Afro-Brésiliens arrivent, évidemment, il y a déjà la gastronomie du Dahomey ou de ce territoire-là existe. Mais ils arrivent avec des recettes réinventées, mais aussi des recettes qui existaient, qui ont fait le voyage et qui sont revenus. Quand ils arrivent au Bénin, les Afro-Brésiliens, qui sont des esclaves affranchis, mais qui tous ont été en esclavage, ils connaissent pour nombre d'entre eux cette recette-là qu'on appelle la caradje, où c'est un mets qui est fait à partir du haricot. Le haricot est bien écrasé et il est frit. Donc, c'est un mets que vous rencontrez jusqu'à présent au sein de toutes les communautés ethniques au Bénin, au Togo, au Nigeria, mais aussi en Côte d'Ivoire, parce que je suis né en Côte d'Ivoire, donc je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que tous les pays où vous rencontrez la communauté béninoise, vous verrez aussi ce mets-là. Et ce mets-là existe au Brésil. Sauf qu'au Brésil, la différence c'est qu'on considère que c'est une recette sacrée et il faut des personnes, des initiés pour faire frire le haricot. Les initiés, ce mets-là est considéré comme un mets qu'on utilise dans les rites vaudous. Et donc, dans le candomblé du Brésil, eux, ils estiment que, alors qu'en Afrique de l'Ouest, c'est un mets comme un autre, que n'importe qui, même chez moi, ma femme sait le faire, n'importe qui peut le faire. Au Brésil, ce n'est pas le cas. On considère jusqu'à présent que ce sont, à Salvador de Bahia, que ce sont les initiés seuls qui doivent pouvoir faire ce mets-là. Alors, dans les libations, c'est-à-dire dans les cérémonies dans le vaudou, on a la caradje, mais on a aussi l'eau de vie locale, qui est la liqueur locale qu'on appelle le sodabi, qu'on utilise et que les Afro-Brésiliens ne vont pas se gêner pour utiliser eux aussi dans leur cérémonie. Donc aujourd'hui, on a une utilisation, on a certaines personnes qui se sont emparées de la recette et donc c'est l'eau de vie béninoise que je voulais vous présenter. Alors, une autre recette qui vient du Brésil et qu'on rencontre aussi en Afrique de l'Ouest, c'est la feijoada. Alors, la feijoada, comme vous le voyez, c'est une recette qu'on peut considérer comme afro-brésilienne et des chercheurs comme Pierre Verger ou Multel Gouran rappellent que c'est une recette qu'on mentionne toujours pour parler de la cuisine brésilienne, mais aussi afro-brésilienne. Alors, c'est un repas caractéristique de la ville de Rio et du sud-est du Brésil. Les origines remonteraient jusqu'au XVIe siècle, selon mes recherches. Il s'agit d'une préparation complexe qui mélange des haricots noirs et diverses sortes de viande, de la langue et de la queue de bœuf, des pâtes et des oreilles du porc, des saucisses ou du lard fumé, le tout pimenté. Ce mélange est consommé avec du manioc, du riz, des oranges coupées en tranches et du chou vert. Le chercheur sociologue béninois Gaston Agoton définit ce repas comme une purée composée de haricots bouillis et pelés où figurent tous les condiments de la viande. Et donc, ce mets-là va revenir sur la côte ouest africaine ou va venir sur la côte ouest africaine en même temps que les Afro-Brésiliens qui vont donc commencer à préparer cette recette-là au Bénin, au Togo, mais aussi au Nigeria. Et donc, une autre recette qui vient en même temps que les Afro-Brésiliens s'appelle la srabouilla, qui est caractéristique des Afro-Brésiliens. Et c'est un plat qui utilise pour sa composition des boyaux et les tripes de bœuf ou de mouton, ainsi que du sang du même animal, de l'huile d'arachide, de la tomate, des oignons, plus les ingrédients utilisés dans les cuisines tropicales. Donc,
qui fait le chemin retour, qui arrive en même temps que les Afro-Brésiliens. Ensuite, il y a une recette sur laquelle je vais m'attarder un peu plus, qui est le blocoto ou le molokoto ou le mlokoto. Vous verrez dans les ouvrages différents noms. C'est cette recette-là. Alors, c'est une recette qui est faite à partir des pâtes de bœuf et de toutes les parties dures qu'il y a dans le bœuf, notamment. Alors, c'est une recette qui est symptomatique du passage au Brésil. Pourquoi? Quand les esclaves étaient au Brésil, le maître pouvait ordonner qu'on tue son bœuf. Et le maître prendra donc toutes les parties tendres. Et il dira à l'esclave, aux esclaves, bon, jetez le reste. Et donc les esclaves ont appris à cuisiner donc ces parties dures de l'animal, les pattes du bœuf, la tête. Et donc aujourd'hui, je vous assure que cette image, ça a été fait chez moi. C'est selon bien des pattes de bœuf. C'est chez moi à la maison ici à Nantes que ça a été fait par ma femme. Donc oui, c'est une recette afro-brésilienne, mais avec les éléments qu'il faut, aller au marché du samedi acheter des pâtes de bœuf, ça se fait. On l'assaisonne, on en fait une soupe et c'est joué. Mais au départ, gardez bien à l'esprit que ce sont des esclaves qui n'avaient pas le choix pour faire leur cuisine à eux. Ils prennent les abats, les restes dont les maîtres ne veulent plus. Aujourd'hui, c'est devenu une recette connue, reconnue, en tout cas pour toute l'Afrique de l'Ouest que je connais. Dans ces pays-là, vous irez, vous verrez bien des pâtes de bœuf qu'on va vous cuisiner sur toute la côte ouest africaine, ça c'est sûr. Donc, ça s'appelle le blocoto, où vous verrez dans certains ouvrages le mblokoto ou le molokoto, qui est l'appellation brésilienne. Alors, d'autres recettes existent, comme le cozido, qui est une recette faite comme un pot-au-feu et qui reprend des pratiques très anciennes. C'est un plat originaire du centre-est du Brésil, précisément de Rio aussi, et de Sao Paulo. Alors, c'est un ensemble constitué de poitrine de bœuf, d'oignons, de lard, de saucisses, de langue de bœuf fumée, de porc fumé. Et donc, c'est un mélange de plusieurs abats, de plusieurs animaux, donc. Alors, au niveau des recettes qui arrivent et qui s'installent durablement en Afrique de l'Ouest, il y en a une autre qui est l'ablo. Je connais quelqu'un dans le public au moins qui peut témoigner qu'elle a déjà goûté à ça ici à Nantes. Oui, voilà. L'ablo, c'est une recette qui est typique de ce passage au Brésil là, et c'est une recette qui est faite à partir d'une pâte de riz dans laquelle on ajoute un peu de sucre. Du coup, quand vous le goûtez, comme je l'ai dit, ce sont mes photos personnelles, ça a été fait chez moi à la maison. Je vous rassure, c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai fait, ça a été fait chez moi, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ça donne comme des boulettes, c'est sucré. Donc ça, c'est une sorte de jus, mais une sorte de oignon, de la tomate coupée. Et ça, ce qui est refermé là, c'est du piment. Donc c'est mis en option. Si, on va dire, quelqu'un qui ne supporte pas le piment veut manger, il peut le manger comme ça, sans rien. Maintenant, à l'africaine, il y a quasiment toujours du piment. Et avec un accompagnement, un peu de poisson frit, comme vous voulez. Donc, étant donné que c'est un mets sucré, c'est une recette qui plaît un peu plus aux étrangers parce que le goût du sucré fait que voilà, beaucoup de populations peuvent en manger sans que ça ne laisse d'arrière-goût. Même c'est un mélange de sucré et un peu d'acide, on va dire. Donc, à part ces recettes-là, il y a aussi la cassa, il y a d'autres spécialités que les Afro-Brésiliens ont rapportées. Alors, pour rester dans le temps, je vais rester sur ces quelques recettes-là, mais revenir sur un autre point qui est important pour ce qui concerne l'influence ou les influences des Afro-Brésiliens. Ces influences-là aussi vont transparaître dans la langue. C'est-à-dire que, en même temps que les Afro-Brésiliens arrivaient,
la nouvelle communauté qui s'est constituée, du fait de sa soi-disant supériorité dans certains domaines, notamment au niveau de la pratique du catholicisme, en raison de cela, les religieux, mais aussi les autorités administratives coloniales vont prendre appui sur elles. À partir de tout cela, des influences et des interpénétrations vont arriver au niveau des langues locales. Et donc, sur le plan linguistique, il y a eu des échanges qui ont fait que, par exemple, pour le terme missa, qui est le terme portugais pour désigner la messe, dans les langues locales, au Bénin, au Togo, en Fon et en Mina, qui sont deux langues principales du sud, au Bénin et au Togo, on dira Amissa ou Missa pour désigner la messe. De la même manière, Christo, en portugais, qui signifie Christ ou Jésus-Christ, chez les Fon et chez les Mina, on dira Christo ou Clissou, pour désigner le Christ, Jésus-Christ. Salada, pour désigner la salade, en Fon et en Mina, c'est le même thème, salada. Alors, Bouamé, j'avance un peu, je laisse certains termes. Être obéissant, ça signifie Bouamé, c'est la même chose. Alors, par exemple, Vela, ça c'est l'un des premiers thèmes que dans ma recherche j'avais trouvé. Vela signifie bougie. Et moi, depuis tout petit, je sais que pour désigner la bougie, dans ma langue, on dit aussi Vela. Donc, cruz, ça signifie croix en portugais, mais en Fon et en Mina, on dira Akluzu. Vous voyez bien que pour ceux qui ont fait de la phonétique au niveau de la langue, vous voyez bien l'influence, vous voyez bien. Alors, sacramento, le sacrement, en Fon, on dira sacramento, et en Mina, sacramento, la même chose. Donc, sur le plan architectural, il y a des influences. Sur le plan culinaire, il y a des influences. Mais aussi sur le plan de la langue, sur le plan linguistique. Igreja, ça signifie église en portugais. Et en fond, on dira igreja. C'est la même, enfin, c'est pas la même chose, mais vous voyez bien que ce sont des influences de cette langue portugaise-là qui ont fondé le langage religieux quand on parle du catholicisme dans ces pays-là en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin et au Togo. Au Nigeria, ça va être un peu différent parce que là-bas, c'est une colonie anglaise, mais au niveau des familles, au niveau de la religion musulmane, au niveau de la manière de se concevoir, de se voir, les Afro-Brésiliens n'ont pas changé d'avis, ce sera la même chose. Alors, je ne pourrais terminer mon propos sans revenir au niveau de l'identité des Afro-Brésiliens. J'aurais pu commencer par lui, mais chaque fois que je fais mon développement, je commence par lui. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu changer. On va terminer par au niveau des influences, ce que les Afro-Brésiliens ont apporté au niveau des mascarades, au niveau des masques. Et pour cela, je passerai par la figure tutélaire, la figure la plus connue, qui a fait de son nom et du statut qu'il a opposé, qu'il a eu dans la période, une titulature, c'est-à-dire qu'il a fait de ça, pas un roi, mais le chef spirituel de cette communauté-là, quand il s'installe au Bénin, c'est ce personnage, Francisco Félix de Souza, surnommé Tchatcha Ier. Alors, Tchatcha Ier, selon les sources que vous aurez à fouiller, on vous dira que le personnage, les communautés locales l'ont surnommé Tchatcha. Ça c'est un fait avéré, il a participé à la traite négrière, il est descendant, il est venu du Brésil, au départ pour gérer le fort portugais de Ouida, c'est parce qu'il est devenu un musée maintenant, le fort portugais de Ouida, et après qu'on l'ait démis de ses fonctions, il a décidé de faire du business, et quand je dis du business à cette époque-là, de participer à la traite négrière, et donc il s'est enrichi. Donc, lui avait la possibilité de partir au Brésil et de revenir, donc il a aidé, quand il est venu, il a aidé tous les Afro-Brésiliens qui étaient venus à l'époque à s'installer, il a aidé certains à faire du business, et donc,
finalement, il a pris le titre de chef spirituel. Alors, je reviens un peu sur son surnom, le Tchatcha. Dans la langue fond, quand on vous dit, allez, presse-toi un peu, maille-toi, presse-toi un tout petit peu, on dira Wanou Tchatcha. C'est-à-dire, fais vite. Parce que ce monsieur avait la réputation, quand il négociait avec les autochtones, les Africains, d'être toujours pressé. Quand il arrivait, il ne se posait pas, mais il était tout le temps pressé. Il voulait qu'on fasse du business en 2-3 minutes, il devait être déjà parti. Alors qu'en fait, certaines affaires en Afrique, on n'est pas pressé, on n'a pas besoin de... Voilà, il n'y a pas de raison d'être pressé, on ne nous poursuit pas. Sauf que ce personnage-là a toujours été un homme pressé, qui s'est beaucoup enrichi pendant cette traite négrière-là. Donc, au 19e siècle, quand il mourait, si je retrouve les chiffres, c'est quelqu'un qui termine sa vie avec une 50aine d'enfants, 52 ou 53, si je ne dis pas de bêtises. Et il avait, la légende dit qu'il avait plus de 3000 esclaves en quoi à son service. Est-ce que ce sont vraiment des esclaves? Est-ce que ce sont des ouvriers qu'il avait pris, qui travaillaient pour lui? C'est ça son histoire. Et c'est lui, Tchatcha premier, c'est-à-dire Tchatcha 1. Étant donné qu'ils ont fini, les Afro-Brésiliens ont fini par le désigner, le choisir comme le chef spirituel des Afro-Brésiliens, ça va créer une titulature. Et donc, le Tchatcha 1, c'est lui. Et après, son titre va se transmettre à ses descendants jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on ait ce personnage-là. Et donc, le titre ne se prend que dans la famille de Souza. Alors, ce monsieur, c'est le Tchatcha 9. Parce que entre le Tchatcha 8 et le Tchatcha 9, il y a eu plus de 10-12 ans de brouille dans la grande famille de Souza. Et au sein des Afro-Brésiliens, on n'a pas pu choisir, après Feliciao, Juliao, on n'a pas pu choisir un descendant. Même celui-ci, j'ai une page Facebook sur laquelle j'ai publié son intronisation. J'ai des descendants, enfin, ce n'est pas dissidents, qui m'ont renvoyé un courrier en disant ce n'est pas lui le légitime. Donc, sur la fin, pour que lui soit intronisé, on a dû faire intervenir les forces de l'ordre. Et ce n'était pas normalement dans l'ordre des choses. On a fait intervenir les forces de l'ordre, on a fait intervenir la police pour que le choix, ou les élections, ce n'est pas des élections, le choix se fasse normalement parce que ça prenait 10, 12, 15 ans et c'était trop long. Donc, le choix a été porté sur ce monsieur qui est né en Côte d'Ivoire, qui est de Souza descendant, et donc c'est lui le Tchatcha 9. Donc il représente l'autorité spirituelle, c'est pas grand chose, mais c'est déjà important, des Afro-Brésiliens quasiment en Afrique de l'Ouest. Donc toute la famille de Souza qui est très grande en Afrique de l'Ouest, et même ici aussi en Europe, ils sont très nombreux les descendants de Souza qui se reconnaissent dans cet ancêtre-là. Plus les autres familles afro-brésiliennes reconnaissent donc l'autorité de ce personnage-là. Alors, il y a une cérémonie privée, il y a une cérémonie publique pour choisir, mais finalement, le Tchatcha ne fait que représenter la communauté et ça reste un poste quand même très intéressant, très recherché. Alors, les Afro-Brésiliens arrivent également avec des instruments de musique, des fêtes précises, des fêtes dédiées. On a la fête du Seigneur de Bonfim, c'est une fête que les Afro-Brésiliens avaient. Ce sont beaucoup de fêtes qui sont liées au départ aux fêtes de l'Église catholique. Okay? La fête du Seigneur de Bonfim se fête parmi les Afro-Brésiliens, à Ouida notamment, mais également au Brésil. Et il y a aussi la fête des jumeaux, Damien et Com, qu'on appelle fête des Roro au Bénin. C'est une sorte de cérémonial qui est rendu à tous ceux et toutes celles qui auraient des enfants jumeaux parmi eux. Et donc, ils ont aussi la fête de l'Épiphanie qui fête de manière particulière, la fête de Jean-Baptiste, qui sont des fêtes liées à l'installation de Tchatcha, mais qui sont propres, donc, dont les Afro-Brésiliens en font des fêtes particulières pour rappeler leur passé, pour rappeler qui ils sont. Alors, autre patrimoine qu'ils laissent, qui fait partie de leur identité, ce sont les masques et les mascarades qu'ils ont rapportés. Entre autres, on a les masques qu'on appelle les kaletas.
Alors, les Caleta, c'est ceci, ces deux premiers masques que vous voyez, qui existent aussi, qui sont connus aussi au Brésil, mais aussi au Portugal, selon mes ressources, selon mes recherches, qu'on appelle careta ou careto, qui signifie grimace en portugais. Alors, historiquement, c'est une représentation de la colère des esclaves envers leur maître durant les fêtes des réjouissances qui intervenaient après les récoltes dans les fermes. C'est-à-dire qu'on permettait aux esclaves, après les récoltes, de se réunir entre eux. Donc, c'est de là que vient à l'origine les Caleta. Ils tapaient un peu, ils se réjouissaient. Et donc, pendant ces fêtes-là, bon, ils se grimaient un tout petit peu pour mimer les maîtres, ce qu'ils faisaient ou pas. Et donc, c'est de là que viendraient au départ les Caleta. Et donc, aujourd'hui, ce sont des sortes de groupes, des groupes pour enfants qui essaiment beaucoup sur la côte à Ouida, à Cotonou, à Porto Novo, qui existent beaucoup là-bas. Ces groupes-là, généralement, ce sont des groupes d'enfants, comme vous pouvez le voir sur la deuxième image. Et ces enfants-là, du coup, vous voyez avec des bidons, il y en a un ou deux qui dansent et les autres tapent et chantent. Et ils profitent des fêtes de fin d'année pour sortir, donc c'est leur attirail. Et pour que, quand ils tapent, pour que vous puissiez leur donner une petite piécette, voilà, pour les encourager juste. Donc c'est juste pour les enfants au départ. Alors, à part cette catégorie de mascarades, des masques bien venus du Brésil, du Portugal, comme j'ai dit, on a aussi la bourrian. Alors, il n'y a pas que donc le Caleta, il y a aussi les bourrians. Alors, les bourrians ont été créés dans la même veine, c'est-à-dire que ce sont des masques qui sont créés pour démystifier un peu le pouvoir du maître, pour montrer que le maître n'est pas si fort, pour se moquer de lui, Et donc, on a des bourrians de plusieurs types. Ça, c'est le bourrian Shiva, on a le bourrian éléphant. Alors, les représentations qui montrent bien l'importance de l'imagination des Afro-Brésiliens, il y en a partout, on va dire. Ils imaginent chaque fois de nouvelles mascarades. Lors de mes recherches, j'ai bien vu un masque bourrian qui représentait le président Chirac. Je n'en étais pas revenu, mais oui. Donc, chaque masque conçu et fabriqué a un sens. Et donc, ils apparaissent selon un protocole bien huilé. Ils ont des groupes qui sont là, qui sont faits pour que les gens puissent se réjouir. Et donc, il n'y a pas d'obligation, mais l'identité afro-brésilienne est toujours proclamée, est toujours remise en œuvre. Il faut garder ça toujours à l'esprit. Ce sont des personnes, ce sont des gens qui adorent le démarquage, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les mélanger avec le reste de la population. Ils sont différents, ils tiennent à le rester et ils le proclament toujours. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Donc, même dans les groupes originels, les problèmes n'ont pas manqué. Je vous l'ai dit, à un moment donné, le musée da Silva de Porto Novo, le concepteur, ça a été mon patron, les bourrians, au sujet des bourrians, par exemple, il y a eu des dissensions. Il y a eu des dissensions, comme dans toute organisation. Pendant longtemps, il y a eu deux groupes de bourrians, alors qu'à l'origine, pour représenter l'identité afro-brésilienne, à minima, il faut que vous soyez unis. Si au sein de vous, de cette communauté, il y a déjà des dissensions, ça ne présentait pas bien. Donc pendant des années, il y a eu plusieurs groupes, mais aux dernières nouvelles, à la suite de mes recherches, finalement, ils ont tous accepté d'avoir un chef. Et donc, mon ancien patron, qui, comme il le rappelle souvent, est mon patron toujours, le vieux Da Silva, est donc une sorte d'autorité morale maintenant, qui essaie de coordonner un peu les activités des bourriens. Alors, j'ai largement excédé le temps qu'on m'avait donné. Je m'en vais essayer de conclure. Alors, l'étude sur les Afro-Brésiliens est une étude que moi, en vérité, j'ai entamée depuis 2011-2012, depuis mon passage au musée da Silva de Porto Novo. Je ne saurais avoir la prétention de vous dire qu'en une heure, je peux vous passer toutes les informations qu'il y a ici. Ma seule ambition, c'est que, au sortir de cette conférence,
chacun et chacune d'entre vous, vous ayez appris quelque chose concernant les Afro-Brésiliens. Donc, sur le plan matériel, au niveau des édifices, sur le plan immatériel, avec tout ce qu'ils ont laissé comme héritage au niveau de l'art culinaire, au niveau des carnavals, des masques et des mascarades, les Afro-Brésiliens sont une communauté qui, sur le plan du chiffre, au niveau du nombre, ils ne sont pas très nombreux, il faut être honnête, mais ils se remarquent. Aujourd'hui, vous arrivez dans un pays comme le Bénin, le Togo ou même le Nigeria, vous rencontrez quelqu'un qui vous donne un nom de famille à consonance portugaise ou brésilienne, sachez que c'est un Afro-Brésilien. De Souza, da Silva, da Silveira, d'Almeida, da Cruz, rien à faire. Ce sont des Afro-Brésiliens et ils le revendiquent. Ne vous inquiétez pas, ils le revendiquent toujours. Donc vous ne pouvez pas, quand vous leur posez la question, c'est avec fierté qu'ils vous disent oui. C'est vrai, comme dans toute communauté, et je l'ai dit, je n'ai pas voulu faire mon exposé autour de la figure de Tchatcha. Ça reste une figure qui peut être discutée parce que le fait est qu'il a participé à la traite négrière, mais on n'en est pas là. C'est une communauté qui existe, c'est une communauté qui a rapporté un héritage, c'est une communauté sur laquelle moi j'ai travaillé, je prends toujours plaisir à en parler. Donc, je reste disponible et ouvert si vous avez des questions et je me décide donc à arrêter mon propos en vous disant merci, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à présent. Merci à vous. Merci Charlemagne. Si certains d'entre vous ont des questions, il y a un micro à vous donner. Merci beaucoup. Moi, j'ignorais totalement tout du retour des Afro-Brésiliens en Afrique de l'Ouest. Je connaissais le retour d'Américains au Libéria et je savais que ça s'était pas très bien terminé. Et là, on a l'impression qu'ils se sont intégrés et que même s'ils se sont positionnés de façon un peu supérieure à la population autochtone, ils sont partis du Bénin et sans difficulté. Oui, par rapport au Libéria, effectivement, ce ne sera pas la même chose. Ils ont ils sont positionnés à côté, mais au final, ce sont des gens qui ont bien été obligés de se rapprocher de la population parce que c'était une population qui revenait, ils étaient en majorité des hommes. Et puis, pour perpétuer la race, il faut bien se marier. Donc, il y a bien eu ils se sont effectivement intégrés à la population. Et c'est vrai que maintenant, avec les travaux des chercheurs, nous, on revient sur le processus, comment ils sont arrivés, mais je pense qu'au départ, même si je n'y étais pas, je considère que les populations nous ont bien accueillis et qu'il n'y a pas eu de conflit majeur. En tout cas, à partir des recherches que moi j'ai menées, je n'ai pas vu de traces de conflit majeur. Voilà. Parce qu'eux aussi ils ont su manœuvrer, ils se sont installés sans vouloir, par exemple, le pouvoir politique. Et ce ne sont pas des gens qui ont voulu prendre. Eux, c'était le pouvoir économique qui les intéressait. Et donc, voilà, c'est comme ça s'est fait. Bonsoir. D'abord, merci pour cette conférence qui était très intéressante. Donc, je m'appelle Anne-Sophie, je suis sociologue et j'ai vécu 10 ans au Brésil. Donc, c'est très intéressant de voir les liens avec l'Afrique. Et j'en avais déjà entendu parler, notamment par une étudiante béninoise qui fait des recherches là-dessus au Brésil aussi. Et j'ai une question, alors j'ai bien compris que vous travaillez plutôt sur l'aspect historique, le patrimoine, mais j'aimerais bien savoir un peu aujourd'hui comment ça se passe les relations entre ces Afro-Brésiliens et le Brésil. Est-ce qu'ils maintiennent des liens? Est-ce qu'il y a des jeunes de ces familles qui vont faire des études au Brésil par exemple? Est-ce qu'ils continuent certains processus de réappropriation ou d'appropriation culturelle brésilienne? Par exemple, je pense aux novellas brésiliennes. Alors, comment ça se passe aujourd'hui, les liens avec le Brésil? Alors, je vais répondre en donnant les informations que moi j'ai. Donc, oui, les Afro-Brésiliens sont présents. Et est-ce qu'ils essaient de garder un certain lien avec le Brésil? Pas vraiment, pas dans ce sens-là. Par contre, les anciens, et quand je pense ancien, je pense toujours à mon ancien patron, M. Da Silva, parce qu'il était consul honoraire du Brésil au Bénin. Il a été consul honoraire plus de 10 ans. Donc, certains anciens essaient, avec l'aide des chercheurs comme nous autres, essaient de leur expliquer l'intérêt qu'il y aurait
à reprendre du lien avec le Brésil. Quand j'étais au musée da Silva, on a eu une délégation d'autorités venues de Fortaleza, au Brésil. Ils étaient venus voir dans quelle mesure ils pouvaient créer une sorte de coopération avec. Ils sont partis, je n'ai plus de suite. Après moi aussi, j'ai quitté le Bénin, mais j'ai laissé des amis sur place. Ça ne s'est pas fait. La seule réussite, c'est le bâtiment dont je vous ai parlé tout à l'heure, la maison du patrimoine, où le Brésil, Lyon et la ville de Porto-Novo étaient partenaires. Cette restauration devait permettre, en fait, le projet, c'était que on restaure ce bâtiment en faisant venir des techniciens de Brésil et de France, mais que certains, on choisisse aussi certains maçons, certains charpentiers béninois, qu'on les envoie au Brésil pour réacquérir la technique, pour venir, au final, venir restaurer certains édifices. L'autorité politique a changé, donc les choix politiques aussi ont changé. Donc finalement, ça ne s'est pas fait. Les Afro-Brésiliens sont présents. Disons que ils sont d'abord béninois, et après, quand on parle en tant que sociologue ou en tant qu'historien ou historien de l'art, là, leur héritage afro-brésilien, ils en parlent. Donc, il n'y a pas de médisance, il n'y a pas de haine. Je ne peux préjuger du sentiment de tout le monde, mais nous, en tant qu'historiens, en tant qu'historiens de l'art, c'est notre travail d'expliquer que ce sont des choses qui sont arrivées. Il n'y a pas forcément à trouver qui était coupable ou qui faisait quoi, mais qu'il faut apprendre à vivre, parce que, effectivement, à des moments donnés, surtout les de Souza, les descendants de Tchatcha, certains descendants, certaines populations ont commencé à les montrer du doigt en disant, mais votre aïeul, il s'est trop enrichi dans cette histoire, vous devez payer. Je l'ai entendu pendant mes enquêtes, mais ça n'a pas été plus loin que ça. En tout cas, pour le moment, moi, j'estime que c'est bien géré, il n'y a pas, sauf erreur de ma part. Patricia est souvent au Bénin, j'en ai un docteur derrière vous, il peut me contredire si ce n'est pas le cas. Donc, pour le moment, j'estime que ça se passe bien. Ça se passe bien. Bonjour monsieur, par rapport à ce que vous avez dit là, vous disiez qu'il y avait toujours des différences entre les communautés. Au départ, il y avait les colons, il y avait les esclaves. Après, quand les esclaves sont tournés en Afrique, il y avait les sous-catégories. Est-ce que maintenant ça tend à s'effacer un peu vers l'universalité ou l'égalité? Non, là, on a fini, là. On a fini avec ça. Depuis le 1er août 1960, que le Dahomey est devenu indépendant, tous les citoyens sont pareils. Alors, cette catégorisation de la population, ce n'est pas uniquement le fait des Afro-Brésiliens, mais c'est le fait aussi de la colonie française. Sur les documents, par exemple, les documents de cette époque-là, avant 1960, vous voyez un document, quand vous voyez un document où c'est mis Monsieur Durand ou bien Monsieur tel, vous savez qu'il est français. Vous voyez un document où c'est mis le sieur, S-I-E-U-R, vous savez que c'est un Afro-Brésilien. Et que vous voyez un document où c'est mis le nommé, c'est nous autres. Le nommé, c'est, voilà, Dieu donné, c'est moi, voilà. C'est des gens, nous ne sommes ni Afro-Brésiliens, ni colons. Donc, c'est la colonie française, mais c'est l'administration française qui a créé cette catégorie, qui l'a rendue, on va dire, un peu officielle. Sinon, au sein de la population, ça s'est toujours bien passé, on va dire ça comme ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou s'il y avait une autre préoccupation derrière. Maintenant, il n'y a plus, tout le monde a le même titre. Tout le monde est pareil. J'ai répondu à votre question ou pas du tout? Oui, il faut espérer, oui. Parce que on ne regarde pas forcément ce passé-là. L'actuel président, Patrice Talon, sauf erreur de ma part, je crois qu'il a des origines afro-brésiliennes aussi dans sa famille. C'est des descendants de la famille. Il y a des ascendants, des aïeux qui étaient afro-brésiliens. Mais honnêtement, pour le Bénin que je connais particulièrement, je parle sous le contrôle de Patricia aussi, il n'y a pas cette question-là, c'est plus les sociologues, les historiens, les géographes, nous qui en parlons, en leur disant, voici ce qui s'est passé, ce qui a été. Sinon, les nouvelles générations, les 15-30 ans, pas plus que ça ne les intéresse pas plus que ça, ils savent que ça a eu lieu, mais ils n'en font pas, voilà, un champ. Pardon? Voilà, exactement, ils n'en tiennent pas trop compte, mais je continue de dire, les Afro-Brésiliens ont une identité qu'ils aiment bien garder, qu'ils aiment bien conserver. Même au Nigeria, l'actuel président du Nigeria est descendant de Tinubu. Tinubu, dans tous les livres d'histoire, vous prenez, c'est une dame qui était esclavagiste et vendait des esclaves. C'est dans ça qu'elle s'est enrichie. Et c'est un de ses descendants qui est président du Nigeria actuellement. Donc,
Oui, dans certains pays, moi j'estime que dans certains pays, ça se passe, ça va. On en parle, nous les chercheurs, nous en parlons, mais la population en elle-même, voilà, ça se passe, un dessous peut épouser un Segbedi ou un Akpo, oui, ça ne pose pas de problème, je crois, sauf erreur de ma part. Voilà. Non, je parle sous le contrôle aussi du docteur Akpo qui est là, voilà. Non, honnêtement, je trouve, voilà, j'ai fait toutes mes études supérieures, ça se passe bien. Ce sont les chercheurs qui en parlent pour qu'on puisse, on va dire, pour ne plus que ça arrive, même si on a bien conscience que ça n'arrivera plus, mais pour ne pas qu'il y ait cette stigmatisation-là, il faut en parler. Donc, on en parle. Ce n'est pas encore dans un programme. J'ai appris que les autorités sont en train de vouloir réécrire toute l'histoire du Bénin. Est-ce qu'on va inclure un pan qui concerne les Afro-Brésiliens? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, voilà un peu. Moi, j'avais une question. Oui. La dernière fois que je suis allé au Bénin, on a fait un tour effectivement à Porto Novo, à Ouida, et nos guides, entre guillemets, parlaient effectivement de l'état dans lequel se trouvent certaines maisons afro-brésiliennes. Donc là, tout à l'heure, tu as évoqué effectivement le fait que les autorités ont quand même fait des efforts, mais est-ce que la communauté afro-brésilienne est mobilisée pour restaurer son patrimoine? Oui, merci pour la question, Patricia. Comme toute communauté, on va dire, les ambitions sont autres. La communauté en elle-même, pour avoir été au musée sur place, par exemple pour la communauté afro-brésilienne de Porto Novo, tout ce qui était décision qui concernait la communauté, on laissait le vieux Da Silva décider. Je pense qu'on le laisse toujours décider. Tant qu'il est vivant, ce monsieur sera encore président ou au moins président d'honneur. Donc on le laisse décider, pas parce qu'ils le veulent, mais parce que c'est lui qui a le pouvoir financier. Donc, eux, les problématiques de restauration, moi j'ai discuté avec beaucoup de jeunes qui savent, qui comprennent bien quand on leur dit, mais ils expliquent que la première chose, c'est la première chose qui manque, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Pour restaurer ces édifices-là, quand ils savent ce que ça vaut, il faut des sous. Et ils sont dans une optique, beaucoup sont dans une optique où, pour eux, c'est plus simple de raser les maisons et d'en construire de nouvelles, plutôt que d'essayer de restaurer, puisqu'on leur a proposé de restaurer, d'en faire des maisons d'hôtes, voilà, pour permettre comment on appelle ça, aux visiteurs qui viendraient, voilà, de pouvoir s'imprégner de l'histoire. À peine 2 ou 3 familles, j'étais à l'époque encore en place au musée, quand on leur a parlé de ce projet, 2 ou 3 familles nous ont dit qu'elles seraient intéressées. Après, l'autorité politique, par contre, a plus connaissance de la chose. Donc, à Porto Novo, il est interdit, par exemple, de détruire une maison afro-brésilienne sans autorisation de la mairie. Mais les propriétaires ont contourné le problème. Ils ne détruisent pas, ils laissent la maison se détruire toute seule. C'est-à-dire qu'ils n'entretiennent plus. En 2018, je suis parti pour une école doctorale et devant nous, la maison s'est écroulée. On passait fortuitement là et la maison s'est écroulée. Le propriétaire l'avait fait sciemment. Puisqu'il avait une interdiction de détruire, il n'entretient plus. Et donc la maison s'est effondrée. Donc il n'y a plus qu'à ramasser les gravats et à construire une nouvelle maison. C'est ce qui était son ambition. Donc est-ce qu'on peut leur en vouloir pour ça? Comme je l'ai dit, c'est le nerf de la guerre. On laissera donc dans la communauté ceux qui ont les moyens parler au nom de tout le monde. Malheureusement, pour le moment. Voilà un peu. Question? Docteur? Est-ce que j'ai des gens en ligne qui ont des questions? Non. Je sais pas, je crois pas. Je ne sais même pas pourquoi ça. Non, pas de problème. Bon, on peut couper. Alors, s'il n'y a pas de questions, il ne me reste qu'à vous dire merci. Merci encore d'être venu. Parler de l'exposition autour de vous. On continue encore pendant une semaine, c'est ça, hein, Président? Oui, oui. Bon, à la fin de ma recherche, 5-6 ans, j'ai fini la thèse, donc j'ai été contacté par une maison d'édition. Donc il y a des éléments de ce que j'ai dit dans ce livre, partout, évidemment, parce que la thèse, c'est 545 pages, et ça, c'est un ouvrage de, je ne sais plus combien de pages ça faisait, donc, qui est paru, donc qui s'intitule Afro-Brésilien, processus de patrimonialisation dans le sud du Bénin. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, voilà, je suis là à la sortie pour échanger à ce propos. Donc, je vous remercie tous donc, et puis merci à vous d'être passés et parler de l'exposition autour de vous. Merci. Écoutez, je suis venu
prendre la conférence au vol très rapidement. Je voudrais vous remercier aussi en tant que président de l'association des Béninois Amis de Nantes. Donc,